Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous présente un roman qu'on aurait dû lire en classe ensemble cette année, qui s'appelle Le funeste destin des enfants Baudelaire. Alors, je vous montre l'image de la page couverture ici. C'est un roman qui a été écrit par Snicket Lemony et qui a été publié aux éditions Héritage en 2002. Il y a une grande suite là, de ces livres-là. Nous, on va lire le premier tome. Je vous l'ai mis sur CISA. Vous avez tout le texte du livre et j'ai mis les questions de compréhension qui vont avec ça. Je vous conseille de lire peut-être 1 ou 2 chapitres par jour, puis d'aller répondre aux questions au fur et à mesure. Moi, ce matin, je vous propose de lire le premier chapitre avec vous. Donc, il y a une image. Je dois vous montrer ça à partir de mon ordinateur parce que je n'ai pas apporté le livre avec moi. Donc, il y a une image. C'est difficile de gérer mon ordinateur. Voilà. À la première page, donc on voit ici, c'est en noir et blanc. C'est comme ça dans le livre aussi. Donc, je débute la lecture du chapitre 1. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre. Car non seulement celui-ci finit mal, mais encore, il commence mal. Et tout y va mal d'un bout à l'autre, ou peu s'en faut. C'est que dans la vie des enfants Baudelaire, les choses avaient nette tendance à toujours aller de travers. Violette, Klaus et Pruné Baudelaire étaient pourtant des enfants charmants, des enfants intelligents, pleins de ressources et loin d'être laids. Mais le sort les avait pourvus d'une malchance inimaginable, et presque tout ce qui leur arrivait était placé sous le signe de la malchance, de la déveine et de l'infortune. Je suis navrée de devoir le dire, mais c'est la triste vérité. Leur interminable suite de malheurs débuta un vilain jour sur la longue plage de Malamère. Les 3 enfants Baudelaire vivaient avec leurs parents dans une belle grande maison au cœur d'une ville crasseuse et grouillante d'activité. Crasseuse, ça veut dire sale. De temps à autre, leurs parents leur permettaient de prendre un tramway brinque-ballant pour aller à la plage la plus proche. Là, ils passaient la journée à leur guise, donc comme ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, à condition d'être rentrés pour le souper. Ce matin-là, les nuages volaient bas, mais les jeunes Baudelaire ne s'en souciaient guère. Par beau temps, la plage était si noire de monde qu'on avait peine à trouver une bonne place où étendre sa serviette. Par temps maussade, les enfants Baudelaire avaient toute la plage rien que pour eux, pour s'amuser comme bon leur semble. Violette Baudelaire, l'aînée, adorait faire des ricochets, lancer des roches dans l'eau. Comme la plupart des filles de 14 ans, Violette était droitière et les cailloux qu'elle tirait ricochaient nettement plus loin sur l'eau lorsqu'elle le faisait de la main droite. La main gauche était parfaite pour entreposer ses munitions. Tout en s'exerçant au tir, Violette scrutait l'horizon et mijotait une invention de son cru. Quiconque la connaissait aurait deviné qu'elle était très douée pour inventer les engins les plus farfelus. Son esprit fourmillait souvent de schémas compliqués où pouvaient apparaître des poulies, des leviers ou des engrenages, et elle refusait de se laisser distraire par quelque chose d'aussi bête que des cheveux dans les yeux. Ce matin-là, elle réfléchissait à la mise au point d'un robot récupérateur de cailloux après ricochet sur la mer. Klaus Baudelaire, son cadet, et l'unique garçon du trio, adorait examiner les bestioles dans les flaques. Âgé de 12 ans et des poussières, Klaus portait des lunettes rondes qui lui donnaient l'air intelligent. Et il n'en avait pas que l'air. Dans leur demeure, les parents Baudelaire possédaient une immense bibliothèque remplie de milliers de livres sur tous les sujets ou presque. Il va sans dire qu'à 12 ans, Klaus n'avait pas encore lu tous les livres de la bibliothèque parentale, mais il en avait déjà dévoré bon nombre et il avait, au fil de ses lectures, engrangé un savoir impressionnant. Il savait faire la différence entre un alligator et un crocodile. Il savait qui avait tué Jules César. Il en savait long sur les menues créatures gluantes qui cogitaient intensément, qui polluaient l'eau, de Malamère et qu'il s'affairait à observer. Pruné Baudelaire, la Benjamine, ça veut dire la plus jeune, adorait mordre. Mordre dans tout ce qui se présentait.
Ce n'était encore qu'une toute petite, et si elle était vraiment toute petite, haute comme une botte, pas davantage, pour compenser ce format réduit, elle avait 4 belles dents, aussi tranchantes que celles d'un castor. Prunille était à l'âge où l'on s'exprime surtout par des cris. Hormis qu'elle usait des 5 ou 6 vrais mots de son vocabulaire, du genre biberon, maman ou mordre, le commun des mortels ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Par exemple, ce matin-là, elle répétait avec insistance Gac, 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 ce qui signifiait sans doute Vous avez vu la drôle de forme qui vient de sortir du brouillard? Et en effet, là-bas, à l'autre bout de la plage noyée de brume, une grande silhouette avançait à longue enjambée en direction des enfants Baudelaire. Longue enjambée qui fait des longs pas. Il y avait déjà 2 bonnes minutes que Prunille, les yeux écarquillés, s'égosillait pour signaler l'apparition, quand Klaus leva enfin le nez du crabe épineux qui l'examinait et aperçut la chose à son tour. Vite, il toucha le bras de Violette pour l'arracher à ses réflexions d'inventrice et murmura « Hey, t'as vu ça? » L'apparition grossissait à vue d'œil et quelques détails émergeaient déjà de la brume. Au premier regard, la silhouette semblait de forme humaine en version adulte, mais la tête était bizarre, tout en hauteur et plutôt carrée. « À ton avis, c'est quoi? » souffla Violette. Klaus cligna des yeux. « Aucune idée, mais on dirait bien que ça vient vers nous. »« Et il n'y a que nous sur cette plage, » fit observer Violette vaguement inquiète. « Vers qui voudrais-tu que ça vienne, à part nous? » Elle resserra sa main gauche sur le petit galet lisse et plat qu'elle venait de sélectionner en vue d'un ricochet longue distance. Pour un peu, elle l'aurait bien lancé sur la forme en mouvement, tant celle-ci donnait froid dans le dos. « Ce qui lui donne un air effrayant, » dit Klaus, comme s'il lisait dans les pensées de son aîné, « c'est ce brouillard, tout bêtement. » Et c'était vrai. Lorsque l'apparition fut proche, les enfants virent avec soulagement que, loin d'être un monstre abominable, c'était quelqu'un qu'ils connaissaient, Monsieur Pau. Monsieur Pau était un ami de Monsieur et Madame Baudelaire, et les enfants l'avaient vu maintes fois à la table du souper. En effet, chez les Baudelaire, on n'envoyait pas les enfants dans leur chambre lorsque venaient des invités. C'était même l'un des points que Violette, Klaus et Prunille appréciaient le plus chez leurs parents. Il leur permettait de se joindre aux adultes et de participer à la conversation, à condition d'aider ensuite à desservir la table. Par-dessus le marché, Monsieur Pau était quelqu'un de hautement mémorable. Affligé d'un rhume perpétuel, il était toujours en train de s'excuser pour aller dans la pièce voisine étouffer une quinte de tout. Monsieur Pau retira son haut de forme, ce couvre-chef qui lui avait fait, dans le brouillard, une grosse tête rectangulaire, et il resta planté un moment à tousser avec précaution dans un grand mouchoir blanc. Violette et Klaus s'avancèrent pour lui serrer la main poliment. « Comment allez-vous? » dit Violette. « Comment allez-vous? » dit Klaus. « Otaïou! » cria Prunille. « Très bien, merci, » répondit Monsieur Pau, mais il avait l'air fort triste. Durant de longues secondes, plus personne ne dit un mot. Les enfants se demandaient ce que faisait Monsieur Pau sur la plage de Malamère quand il aurait dû être en ville, à la banque où il travaillait. Il n'était pas en tenue de plage. « Belle journée, n'est-ce pas? » finit par hasarder Violette pour briser le silence. Prunille émit un crachouillis d'oiseau en colère, et Klaus la prit dans ses bras. « Oui, belle journée, » répondit Monsieur Pau d'un air absent, les yeux sur la grève déserte. La grève, c'est comme la plage. « Hélas, j'ai de bien tristes nouvelles pour vous, les enfants. » Les 3 jeunes Baudelaire le regardaient sans mot dire. Violette, un peu gênée, soupesait le galet dans sa main gauche. Elle se félicitait de ne pas l'avoir jeté sur Monsieur Pau. « Vos parents, » annonça Monsieur Pau, « ont péri dans un terrible incendie. » Les enfants demeurèrent muets. « Péri, » reprit Monsieur Pau, «
dans un incendie qui a détruit votre maison, de la cave au grenier. Je suis vraiment très, très navrée de devoir vous l'annoncer, chers enfants. » Violette détacha les yeux de M. Pau pour se tourner vers l'océan. Jamais encore M. Pau ne les avait appelés « chers enfants ». Elle saisissait le sens de ces paroles, mais pensait qu'il devait plaisanter ou leur raconter une sinistre blague. « Péri », ajouta M. Pau, signifie qu'ils n'ont pas survécu. « Nous savons ce que péri veut dire, » répliqua Klaus vexé. Ce que signifiait chacun des mots séparément, il le savait en effet. En revanche, mis bout à bout, ces mots lui semblaient vides de sens. M. Pau faisait sûrement erreur quelque part. « Les pompiers sont venus, bien sûr, » reprit M. Pau, mais trop tard. Le bâtiment était déjà la proie des flammes. La maison a brûlé de la cave au grenier. Klaus vit en pensée les livres de la bibliothèque s'envoler en fumée. À présent, jamais il ne pourrait les lire tous. M. Pau toussa 2 ou 3 fois dans son mouchoir avant de poursuivre. « On m'a chargé de venir vous chercher et de vous recueillir chez moi, le temps d'imaginer une solution durable. Je suis l'exécuteur testamentaire de vos parents, donc l'administrateur légal de vos biens. » Un exécuteur testamentaire, c'est celui qui doit s'arranger pour que ce qui est écrit dans le testament des personnes qui sont décédées soit réalisé. Autrement dit, c'est moi qui vais gérer leur immense fortune et trouver à qui vous confier. Naturellement, lorsque Violette atteindra sa majorité, la fortune de vos parents vous reviendra. Mais en attendant, c'est à la banque, donc à moi-même, de la gérer. Exécuteur, songeait Violette. Bourreau, plutôt, venu tout droit sur cette plage pour chambouler leur vie à jamais. « Suivez-moi, » dit M. Pau, et il tendit une main. Pour prendre cette main, Violette dut lâcher son galet à ricochet. Klaus saisit la main libre de Violette, Prunille saisit la main libre de Klaus, et c'est ainsi que les enfants Baudelaire, les orphelins Baudelaire désormais, furent emmenés loin de la plage, loin de tout ce qui avait fait partie de leur vie. Donc, ça, c'était le premier chapitre. Alors, le deuxième chapitre commence à la page 15. Je vais vous laisser aller le lire et découvrir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vous allez voir, là, peut-être que des fois dans le livre, là, il va y avoir des petites erreurs, des mots pas bien placés ou collés ensemble. C'est parce qu'on a dû scanner le livre pour l'école et puis des fois, ça crée des petits problèmes là, quand on le transforme à l'ordinateur. Mais de manière générale, ça se lit bien. Alors, je vous souhaite une belle lecture. Puis, ça se peut que cette semaine, je décide de lire un autre chapitre là, à un moment donné. Alors, commentez sur ça pour me dire si vous avez commencé à lire puis où vous êtes rendu. Moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir qu'est-ce que vous faites. Alors, bonne journée tout le monde. Bye bye!